Bonjour à tous. Voilà, écoutez, on est très, très heureux de vous accueillir. Le sujet donc de ce petit topo, c'est bien le management et la façon dont on peut manager à partir de sa propre personnalité. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous exposer ce soir. On va d'une part se présenter rapidement tous les deux, et puis d'autre part dire quelques mots sur Plein Talent, qui organise cette conférence. Anne-Françoise. Je commence par me présenter. Oui. Alors, bonjour à tous. J'ai commencé mon activité professionnelle dans l'art, ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, en quelque sorte, et puis continuer ensuite à l'éducation nationale. Et puis, je me suis aperçue, suite à un accompagnement et un bilan de talent, qu'en fait, ce que j'aimais faire, c'est déceler les talents, soit de mes élèves, soit des personnes que j'avais en face de moi, pour qu'ils donnent le meilleur. Et quand j'ai appris que ce métier existait, eh bien, j'ai créé mon cabinet et je me suis lancée au sein du réseau Talents et Trajectoires. Voilà. Très bien. Xavier Caille, donc moi j'ai démarré très rapidement, j'ai une formation de philosophie réaliste, après une formation en communication, et j'ai travaillé dans la grande distribution chez Auchan, dans des postes très opérationnels, et puis dans la métallurgie en usine, avant de travailler dans le conseil, d'abord dans le reclassement, puis dans le conseil en entreprise. Et j'ai fondé ce cabinet Plein Talent en 2004. Dans ce cabinet, nous sommes 13 aujourd'hui. Notre activité, elle est centrée sur comment mettre en place les conditions pour que chacun donne la pleine mesure de ses talents. Alors, c'est une phrase qui coule très bien, qui est facile à dire, et on se rend compte que dans la réalité, créer ces conditions-là, c'est complexe. Nous abordons cette question des conditions pour que chacun donne la pleine mesure de ses talents, d'une part sur un plan individuel. Donc la question, c'est quels sont mes talents et en quoi mes talents me prédisposent à tel ou tel type d'activité professionnelle, de façon à ce que je sois à ma juste place. Et nous intervenons aussi sur cette question au travers d'une dimension plus collective, la dimension de l'équipe, puisque j'ai beau être dans un job qui sollicite mes talents et être à ma place, si dans l'équipe dans laquelle je suis, il n'y a pas les conditions pour que nous coopérions, la coopération ne se fera pas. Voilà, la coopération ne se décrète pas, elle se vit parce que les conditions sont réunies. Et donc, nous accompagnons des entreprises, petites ou grandes, pour mettre en place concrètement cette culture de la coopération et donc ces pratiques de coopération. Voilà. Ce que nous allons vous présenter ce soir, c'est en fait issu de notre observation auprès de nos clients. Nous avions à cœur de montrer qu'il n'y a pas une façon de manager, mais que ce qui est important, c'est que quand nous manageons, nous le fassions à partir de ce que nous sommes, à partir de notre propre personnalité. C'est là que nous pouvons exercer une juste autorité et donc avoir une vraie influence dans la direction de l'équipe. Voilà. Alors, nous passons juste à la slide suivante, si la technique veut bien fonctionner, mais ça va se faire. Voilà. Qu'est-ce que manager? On voulait d'abord poser cette question-là, puisque c'est un mot qui regroupe énormément de choses, et finalement, on ne sait plus trop ce qu'on dit au travers de ce mot-là. Pour nous, ce qu'on entend par manager, c'est diriger une équipe. Diriger une équipe, ça veut dire donner la direction. Et on voit bien que dans une équipe, si on veut travailler correctement et si on veut que notre travail ait du sens, il faut qu'on sache où on va. Il faut qu'on sache pourquoi on va dans cette direction. Donc, c'est la première des dimensions du manager, c'est de donner la direction, c'est d'indiquer pourquoi nous allons dans cette direction, en quoi c'est bon
pour l'entreprise et donc en quoi c'est bon pour les équipes. La deuxième dimension que nous mettons dans ce rôle de direction, c'est de susciter les initiatives. Si le boss fait tout, l'équipe ne sert à rien. Et le rôle du boss, c'est bien de créer les conditions pour que l'équipe travaille et apporte le service qu'on attend de l'équipe. Et donc, il est là pour susciter les initiatives. Ensuite, on sait que le travail et la vie d'entreprise est complexe, c'est difficile. On sait que travailler ensemble, c'est difficile. Le patron, celui qui dirige une équipe, une entreprise, a besoin de soutenir, d'être en soutien. Et normalement, il devrait même intervenir uniquement lorsque le collaborateur a besoin d'un soutien. Ça demande évidemment un peu de présence, un peu de disponibilité, mais il ne remplace pas le collaborateur, il apporte son soutien. Et puis, un point qui est souvent pas assez présent dans les entreprises et dans les équipes et dans le rôle du manager, c'est de reconnaître les efforts qui ont été fournis. Ce n'est pas pour être dans un humanisme convenu, c'est très pragmatique. C'est parce que chacun continue à fournir des efforts à partir du moment où ils sont reconnus. La reconnaissance, elle va passer évidemment par la rémunération, mais elle passe par énormément de choses. Elle passe par un retour qualitatif, critique du patron qui vient souligner les efforts, les résultats, les comportements qui aident l'équipe à avancer. Et cette reconnaissance, elle est un levier assez extraordinaire pour aider le collaborateur à s'engager. Voilà. En fait, on résume ce travail du manager par le fait de créer les conditions au niveau de l'équipe qui donnent intérêt à bien faire, qui donnent intérêt à coopérer en vue du but qu'on s'est fixé. Si je n'ai pas intérêt à coopérer, il y a peu de chances que je continue à fournir les efforts. C'est compliqué de coopérer, ça demande des efforts, ça demande de se tourner vers les autres, ça demande de prendre des initiatives. Voilà. Je vais continuer à coopérer si effectivement j'ai un intérêt à coopérer. Ce travail du manager, ce travail de celui qui dirige une équipe, il exige une autorité. Alors, c'est un mot aujourd'hui qui n'est pas très à la mode, que nous continuons à utiliser parce qu'en fait, il est très riche de sens. On retrouve deux étymologies dans le mot autorité, une étymologie qui est grecque, qui est tout à fait intéressante, ex ousia. Ousia, c'est l'être. Ça veut dire que exercer l'autorité, c'est exprimer l'être qui est en soi, c'est partir de ce que je suis. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que mes actes et mes paroles soient en cohérence avec ce que je suis. Et on sent très bien tout de suite dans une équipe, dans une entreprise, des chefs, des patrons, des dirigeants qui parlent avec autorité, c'est-à-dire qu'ils parlent à partir de ce qu'ils sont. Et ce qu'on voudrait vous montrer ce soir, c'est tout l'intérêt justement de diriger à partir de ce que nous sommes, à partir de nos personnalités différentes. La deuxième étymologie, elle est latine, augere. Elle est aussi très intéressante parce qu'elle indique la fin, c'est-à-dire le but de l'autorité. Augere, ça veut dire augmenter. Et donc, j'exerce mon autorité pour augmenter l'autre. Augmenter, ça veut dire le faire grandir. On a évidemment tout intérêt dans une entreprise à ce que les membres de l'équipe progressent régulièrement dans leur métier, dans leurs compétences, et c'est le rôle du boss. C'est-à-dire qu'on devrait récompenser un manager qui fait progresser ses collaborateurs et pour lesquels les collaborateurs vont éventuellement changer de job, etc. Faire grandir.
Alors, nous allons maintenant vous présenter quelques cas d'entreprises que nous avons vécus, de dirigeants, qui ont tous des personnalités extrêmement différentes et qui ont œuvré dans des contextes et des types de structures tout à fait différents. Et on va vous montrer à la fois des dirigeants qui étaient tout à fait à leur place et donc qui ont fait progresser l'équipe et progresser l'entreprise, et en même temps quelques cas de dirigeants qui étaient décalés, et pour voir quelles sont les conséquences également quand on est décalé. Voilà. Pour vous présenter ces cas, on s'appuie sur un outil que nous utilisons qui permet de déceler les talents que nous avons, les talents naturels, c'est-à-dire les habiletés naturelles, les prédispositions naturelles, les élans naturels que nous avons pour transformer notre environnement. Et je vais laisser donc Anne-Françoise vous présenter cet outil rapidement. Voilà, donc c'est un outil qui décrit nos élans naturels, la manière dont naturellement nous fonctionnons. En fait, cet outil, il y a deux axes. Vous allez voir l'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe vertical dit quelque chose de la modalité par laquelle je m'exprime, c'est-à-dire ce que je vis à l'intérieur de moi et la manière dont j'ai besoin d'exprimer, c'est tout ce qui est autour de l'expression dans le travail, ce qui me fait vibrer, voilà, la modalité par laquelle je m'exprime. Et puis, l'axe horizontal, c'est la façon dont j'appréhende les situations selon mon type d'intelligence, la façon dont je me saisis de ce que je vois ou de ce que je perçois autour de moi, et du coup, la manière avec laquelle j'agis sur le monde. Alors, en fait, si on décompose chaque axe en demi-axes, on va voir que, par exemple, plus je monte vers le nord, on appelle vers la libre expression, et plus je suis dans un élan qui cherche à faire partager une aventure. J'ai cet élan, ce désir de vivre une aventure qui m'est très personnelle et dans lequel j'ai envie d'entraîner les autres. Donc, c'est vraiment l'élan de l'aventure et de l'entraînement dans cette aventure. L'élan du sud, on va appeler vers le sud, c'est celui des sens des lois universelles. C'est un élan qui vise et qui me porte à conformer les situations aux règles, au sens des lois universelles. J'ai conscience qu'il y a des lois qui sont importantes, des lois humaines, des lois physiques, et j'ai envie, à travers mon travail, où naturellement, je vais faire tout pour conformer les situations de mon travail à ces lois, et puis entraîner les autres dans cette conformité à ces lois. En ce qui concerne l'axe horizontal, plus je suis vers l'ouest, et plus je suis dans la pensée, c'est-à-dire que c'est un élan qui me pousse à approfondir les choses et à expliquer ce que j'ai compris. Donc, on est vraiment dans l'approfondissement et dans l'analyse. Et plus je suis vers la droite, et plus je suis dans ce qu'on appelle l'adaptation au milieu, c'est là j'ai besoin de me saisir très rapidement de la réalité, de me confronter à la réalité et d'agir et d'y apporter une solution rapide. Donc, en fait, ce sont à chaque fois des élans qui sont en même temps opposés, mais en même temps complémentaires. Et en termes de caractéristiques, par exemple, plus je suis vers le nord et plus j'ai envie de vivre cette aventure et d'entraîner les autres, plus la liberté est importante pour moi, plus je vais avoir besoin de découvertes, de vivre des émotions fortes, d'être dans l'imaginaire, de personnaliser les choses, de vivre l'enthousiasme. En fait, j'ai besoin de vivre des émotions qui sont fortes et d'y entraîner les autres. Et plus je suis dans le sud, et plus je vais naturellement chercher à maîtriser les choses, à être dans la rigueur, dans une certaine expertise, parce que j'ai besoin de creuser, être dans cette conformité aux lois. Alors, ça peut être les lois physiques, hein, un électricien, il a besoin de se conformer aux lois. Et je vais être dans les fondements, dans les structures, dans tout ce qui est objectif, stable et pérenne. Donc, vous voyez que c'est vraiment des caractéristiques qui sont à l'opposé, mais qui sont en même temps très complémentaires. Et puis, les caractéristiques de la pensée, c'est des caractéristiques qui tournent autour de l'analyse, de la prise de recul, du coup, d'une curiosité intellectuelle. Et puis, tout ce qui est abstraction, théorie, ça va avoir un réel intérêt pour moi et je vais avoir envie de creuser tout ça. Être dans la conception, dans l'anticipation, une rigueur intellectuelle. Ça veut dire que plus je suis dans la pensée et plus j'ai 2 points vers l'ouest,
et moins je vais avoir de plaisir à mettre en œuvre. Mais plus je vais avoir du plaisir à penser les choses, quitte à déléguer après la mise en œuvre. Et de l'autre côté, en complément, eh bien là, quand je suis dans l'adaptation au milieu, je vais chercher le résultat, puisque je suis sur le terrain et que je sens les besoins du terrain, je vais avoir envie que ça porte du fruit, je vais avoir envie de voir le résultat de ce que je fais et je vais être dans la recherche d'efficacité. Ça veut dire que je vais aller dans l'action et je vais réadapter au fur et à mesure en fonction de ce qui se passe. Donc, ça veut dire que je suis réaliste, concret, pragmatique, très terrain, pratique, que j'ai des intuitions. C'est souvent des gens qui disent on va y aller parce que je le sens. Hein, alors, on peut imaginer le dialogue entre quelqu'un qui est dans l'adaptation au milieu et quelqu'un qui est dans la pensée. Celui qui est dans l'adaptation au milieu va dire on y va, je le sens, il faut y aller. Et celui qui est dans la pensée va dire mais pourquoi? Mais je ne peux pas te dire, on y va, je le sens. Oui, mais pourquoi? Donc c'est là qu'on perçoit qu'il peut y avoir des complémentarités et des oppositions, mais que surtout quand on fonctionne ensemble et qu'on se comprend, ça marche bien, mais quand on ne se comprend pas, c'est compliqué. Voilà, les caractéristiques de chaque élan. Et puis, alors après, voilà. Et donc, pour chaque élan, il y a des besoins qui correspondent. Voilà une roue qu'on appelle des besoins. Donc, quand je suis dans la libre expression, alors je ne vois pas ce qu'il y a sur... Voilà, j'ai besoin de défis, j'ai besoin de forte autonomie, j'ai besoin de relations chaleureuses et j'ai besoin de changement. C'est vraiment les besoins premiers de ces élans-là. Quand je suis plutôt dans le sens des lois universelles, j'ai besoin d'expertise, j'ai besoin que les choses soient cadrées, j'aime ça, j'ai besoin de procédures parce que ça fait avancer la technique, j'ai besoin de rigueur et j'ai besoin d'être en accord avec mes valeurs. Et puis, quand je suis par exemple du côté de la pensée concepteur, j'ai besoin des sujets complexes à approfondir, j'ai besoin du temps pour me nourrir intellectuellement. Et de l'autre côté, dans l'adaptation au milieu, j'ai besoin d'un cadre clair, j'ai besoin des objectifs clairs et des objectifs de résultats et des méthodes et des outils qui ont fait leurs preuves, hein, puisqu'il faut que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que quand je suis du côté de la pensée, j'ai besoin de temps et je ne peux pas et je n'aime pas agir dans l'urgence. J'ai besoin de planifier à long terme, j'ai besoin d'anticiper. Si vous demandez à quelqu'un qui est dans la pensée d'être tout le temps dans l'urgence, il va être à l'opposé de ce qu'il est. A contrario, quelqu'un qui aime les objectifs de résultats, les méthodes et les outils éprouvés, il est dans l'efficacité. Lui, il va savoir réagir dans l'urgence et à la limite, c'est presque un jeu puisqu'il réagit et qu'il a une capacité d'adaptation qui est forte. Voilà, donc, et puis, par exemple, si vous prenez l'entrepreneur sur cette roue, l'entrepreneur, il est entre l'animateur et le réalisateur, c'est-à-dire que lui, il a besoin en même temps de défis, mais des défis qui sont tournés vers l'opérationnel, et en même temps de reconnaître des résultats. Donc, à chaque fois, il y a les apports des deux élans qui se conjuguent. De même que le créatif, il a besoin aussi de défis, mais ce sont cette fois des défis intellectuels. Et puis, il a besoin des projets à piloter, mais nouveaux à chaque fois. Il faut que ça se renouvelle et il a besoin d'autonomie. Donc, tous ces besoins sont en lien, on peut faire le lien avec les besoins aussi du manager et de celui qui va avoir une équipe à diriger. Hein, c'est toujours ces besoins-là en fonction des talents qu'on a, ces besoins-là qu'on a en premier. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Voilà, alors on vous donne une autre du coup roue avec des types de chefs, donc, qui viennent dans la suite logique de ce qu'on vient de vous exposer. Celui qui est dans la libre expression, du coup, c'est le chef charismatique, puisqu'il a besoin d'entraîner les autres dans son aventure. Ça va être le chef charismatique qui va entraîner par son enthousiasme et qui va impulser le changement. Donc, quand il a une équipe qui a besoin de sécurité ou qu'il a dans son équipe des gens qui sont très dans la sécurité et dans la pérennité, ça va aussi poser des problèmes par rapport à l'équipe, puisque lui, il a besoin d'impulser le changement, il a besoin d'impulser une aventure. Celui qui est dans le sens des lois universelles, ça va plutôt être un guide. Lui, il va aimer guider son équipe en faisant appliquer les règles, en faisant appliquer les techniques, et il va diriger par son expertise. On voit ça très bien dans les ateliers, vous savez, les ateliers où il y a le maître et le disciple qui entraîne son élève et qui lui apprend petit à petit l'expertise et qui l'amène à grandir dans son expertise.
Celui qui est dans la pensée, donc le concepteur, lui, il va diriger par ses connaissances, il va diriger par ses analyses, il va vouloir convaincre. Donc, et toujours plutôt à distance, parce que celui qui est dans la pensée, il a du recul par rapport aux situations. Donc, ça va être plutôt à distance. Il ne va pas forcément être tout le temps dans la relation et dans l'enthousiasme comme l'animateur. Celui qui est le chef, qui est réalisateur, lui, il va diriger sur le terrain, c'est-à-dire au jour le jour, puisqu'il s'adapte. Et puis, il va mettre la pression plutôt sur les résultats. Il faut avancer, il faut que ce soit efficace, il faut des résultats concrets. Et comme il aime être dans l'opérationnel, il va montrer l'exemple et il va s'y mettre lui aussi. Donc, vous voyez bien, vous imaginez que selon tous ces types de chefs, il y a des situations et des contextes qui correspondent à certains et qui ne correspondent pas à d'autres et vice-versa. Il y a des terrains qui sont favorables à certains types de chefs. Ça va pour l'instant ? Malheureusement. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez. Il y a une chaise là, n'hésitez pas à vous rapprocher. On n'a pas entendu la question, Anne-Françoise. S'il y en a une. Charlotte, tu peux venir là pour voir s'il y a des questions. Si jamais il y en a qui Ce qui est intéressant dans cette analyse qu'on fait à partir des talents, c'est de montrer qu'il y a vraiment de multiples façons de diriger. C'est ce que nous constatons chez nos clients. Et que ces différentes façons de diriger, elles vont être plus ou moins adaptées selon les contextes de l'entreprise. On a des entreprises dans des secteurs très concurrentiels qui demandent d'avoir un esprit entrepreneurial très fort. Et puis, il y a aussi des structures qui sont des structures de bureaux d'études sur du long terme qui nécessitent au contraire d'être dans une prise de distance, une analyse beaucoup plus forte et moins dans la réactivité. On a des structures pour lesquelles la question de la sécurité est très importante. Et il va falloir quelqu'un qui garantisse aussi ces conditions de la sécurité. On peut penser à des centrales nucléaires, mais il y a évidemment bien d'autres domaines dans lesquels cette question de la sécurité est importante. Et donc, on voit bien que le manager, celui qui dirige, a aussi besoin d'avoir des talents qui soient à minima ajustés à la nature de la structure qu'il dirige ou de l'équipe qu'il dirige, et donc à la finalité de cette structure. Et on a des managers qui sont en échec dans des structures parce qu'ils sont décalés par rapport à l'objet de la structure et qui, au contraire, vont tout à fait réussir dans des contextes qui leur sont plus adaptés. Est-ce que je peux rajouter un point ? Vous m'entendez ? Donc, nous allons vous donner quelques exemples voilà, de chefs d'entreprise que nous avons rencontrés et qui sont dans des structures différentes, pour illustrer un peu. Alors. Donc ça, c'est un homme qui s'appelle Romain, qui a dirigé une entreprise de plasturgie. Et quand je l'ai rencontré et que je lui ai restitué ses talents, il m'a dit, quelqu'un d'intelligent, il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, moi, si je suis dans le sens des lois universelles? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma fonction de direction? Et je lui ai fait la réponse suivante. Je lui ai dit, aujourd'hui, vous êtes dans une structure qui a été très mal menée et qui a besoin d'être restructurée. Et donc, vous êtes à votre place dans ce rôle de dirigeant qui pose les fondations et donc qui va structurer l'entreprise. Le jour où l'enjeu principal sera un enjeu de développement du business, vous ne serez plus à votre place. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Il s'est retiré au bout de 4-5 ans et il a laissé la place à quelqu'un qui était, dans notre jargon, artisan, mais en fait, c'est un entrepreneur qui a pris la suite de la direction de l'entreprise. Alors, Sébastien, il est dirigeant d'un bureau d'études. Donc, c'est un concepteur utilitariste. Il a une équipe de 10 personnes. Et en fait, dans ce bureau d'études, ils conçoivent des projets, ils travaillent en lien avec les architectes et ils sont en amont, bien sûr, des projets. Et donc, il dirige une équipe qui a essentiellement le même profil que lui, puisqu'ils sont tous dans cette réflexion et dans cette conception. Donc, lui, il est parfaitement à sa place et il peut partager avec les autres la conception des choses, échanger les idées,
Et comme il est concepteur, ça veut dire qu'il a autant envie de partager son enthousiasme que d'appuyer sur l'essence des lois universelles. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Et comme il est dans la pensée, il arrive très bien à réunir tout ça dans la pensée et ça marche très bien avec son équipe. Parce que toute son équipe, c'est un métier qui est assez homogène. L'équipe est homogène et donc ça fonctionne très bien. Il a recruté dans son équipe des personnes qui étaient un peu plus, comme on voit sur le cadran, animateurs et artisans dans son bureau d'études. Et en fait, il avait besoin de développer sa structure et de faire connaître sa structure et il les a nommés chargés d'affaires. Et du coup, il a pu, par sa réflexion de chef et par ses talents qui étaient liés justement à son positionnement, analyser les positionnements de chacun et les mettre à la bonne place. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, ça a fonctionné très bien. Il a réussi à distribuer les rôles correctement et c'est tout à fait adéquat et il est encore dirigeant de son entreprise et ça marche très bien. Et je rajouterais qu'il a su penser l'organisation. Ah. Voilà, pour que ça fonctionne bien. Alors, Dominique, elle est ce qu'on appelle bâtisseur avisé. Dominique, elle a hérité d'un laboratoire familial qui marchait très bien. Et en fait, le bâtisseur, il a besoin, comme son nom l'indique, de bâtir, de continuer à réaliser et de développer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une femme. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a racheté des laboratoires indépendants pour faire travailler d'autres personnes dans ces laboratoires. Et en fait, elle est beaucoup dans le développement. Et ce qui l'intéresse, c'est de développer son réseau de laboratoires. Et ce qu'elle fait très bien, elle a en même temps continué quelque chose qui existait, c'est-à-dire qu'elle n'était pas assez créative pour créer une entreprise de but en blanc, mais elle avait un profil de vraiment développeur et de continuateur. Et en fait, ça marche très, très bien. Le petit point qui est compliqué pour elle, c'est que comme elle est presque réalisateur, bâtisseur, elle a besoin d'être dans l'opérationnel. Et en fait, elle me partageait que sa difficulté, c'était d'essayer de ne pas faire à la place des autres au sein de son entreprise et de son laboratoire. Et donc, parce que naturellement, elle a besoin d'être sur les terrains, elle a besoin voilà. Donc, il a fallu qu'elle soit vigilante par rapport à ça et qu'elle ne prenne pas la place de ceux qu'elle dirigeait dans ce développement. Mais par contre, pour aller rencontrer des nouveaux clients, pour aller parler de son entreprise et développer son réseau, bah, elle est à la place idéale, quoi. Une question maintenant, je ne sais pas. Oui, il y a une question. Donc, est-ce qu'on est tous dans une catégorie unique ou peut-on se positionner différemment suivant les interlocuteurs et les situations? Alors, ouais, vas-y. Ce que met en évidence cet outil, c'est un élan naturel. C'est une habileté naturelle. C'est vrai qu'elle est unique. Alors ça, nous, c'est le constat qu'on fait en suivant des personnes depuis longtemps. On fait le constat déjà chez nous. Hein. C'est-à-dire que les talents qu'on identifie au travers de cet outil sont des talents qui sont quasi innés. Si je me projette quand j'avais 10 ans, je retrouve ces prédispositions que j'ai aujourd'hui, qui n'étaient pas développées, pratiquement pas, mais c'est le même élan. Parce qu'on n'est pas sur une dimension de psychologie qui va s'adapter, on est sur un élan intérieur qu'on va déployer de manière différente selon les contextes, mais ce qu'on recherche au travers de cet élan est toujours dans la même direction. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Alors Bertrand, il est ce qu'on appelle artisan. Alors lui, il est directeur général d'une filiale d'un groupe américain. Et en fait, ce groupe américain demandait beaucoup de cadrage et demandait à ce que les choses soient très rentables, etc. Ce qui est normal, on a besoin que ce soit rentable, mais quelquefois un peu à l'excès, me confiait-il. Et en fait, par son profil, qui est artisan et qui est tourné aussi vers l'autonomie, une certaine liberté et l'envie de personnaliser les choses, ce dirigeant a su garder, comment dire, et personnaliser sa filiale. C'est-à-dire qu'il en a fait quelque chose c'était son usine, et il a réussi à se préserver du rouleau compresseur, comme il me l'appelait lui-même, qui était au-dessus de lui et qui voulait lui imposer des choses. Et donc, du coup, il a pu
diriger sa filiale comme si c'était sa propre entreprise et ainsi impulser des changements, et la bonne preuve que ça fonctionnait bien, c'est que le comité de direction est resté 10 ans ensemble parce que ça roulait et que c'était une bonne équipe et qu'il a pu résister, il savait dire non, il a pu à ce qu'on lui imposait et qui n'était pas réalisable dans ces structures qui étaient plus petites que d'autres filiales et qu'on voulait lui imposer. Donc en fait, lui, s'il avait eu un profil qui était plus dans le sens des lois universelles, il aurait pu sans difficulté rentrer dans ce qu'on lui demandait. Ça ne posait pas de problème majeur, si ce n'est que s'il avait un autre profil, il n'aurait pas eu à personnaliser les choses, il serait rentré dans le… Voilà, ça aurait été une filiale. Et lui, c'était intéressant parce qu'il le fait à sa manière et qu'il il a résisté à certaines choses qu'on voulait lui imposer, quoi. Il l'a fait en artisan. Voilà. Emmanuel. Emmanuel, c'est un homme qui a dirigé, qui dirige toujours d'ailleurs, des équipes commerciales. C'est très intéressant parce qu'on n'imaginait pas forcément que, en étant dans le sens des lois universelles, ça soit les talents idéaux pour animer une équipe commerciale. Et c'est intéressant de l'écouter parce qu'il dit mais moi, je ne suis pas un commercial. C'est vrai. Ce n'est pas ça qui l'anime. Ce n'est pas la signature des contrats. En revanche, quand on l'écoute sur comment il considère son rôle, il explique que ce qui l'intéresse, c'est de créer les conditions pour que l'équipe fonctionne ensemble. Parce qu'il dit, en fait, si on met les bonnes conditions pour qu'il y ait un bon esprit d'équipe et que chacun soit lui-même dans les conditions pour bien travailler, ça va donner beaucoup plus que si on laisse se développer des individualités. Et c'est vraiment sa propre vue de son rôle de directeur commercial, mais on voit bien qu'il l'incarne complètement avec ses talents, et ça a été une vraie réussite. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à faire du développement commercial au travers de son équipe. Et c'est quelqu'un qui est très en soutien. Il est très vigilant sur tel collaborateur qui ne va pas bien, tel collaborateur qui est en difficulté auprès de tel prospect. Voilà, c'est quelqu'un qui, plus naturellement, par son talent, qu'on appelle ici maître et technicien, mais peu importe, plus naturellement se met en soutien de son équipe. Voilà. Donc, ça montre une direction à laquelle on ne s'attendait pas pour une direction commerciale, mais qui fonctionne. Paul. Paul, il est dirigeant d'une entreprise leader sur son marché qui fabrique des produits. Voilà, je ne dirai pas plus pour pas que ça soit dévoilé. Il y a à peu près 1000 personnes dans cette entreprise. C'est intéressant de voir que quand on voit sa personnalité, ses talents, c'est quelqu'un qui aime développer toujours de nouveaux projets. Donc chez lui, ça passe par développer de nouveaux produits. C'est quelqu'un qui est très attaché aux produits. Et donc, il favorise, il crée les conditions en interne pour qu'il y ait une recherche et développement qui soit hyper active, en même temps qui soit très relié à l'opérationnel, parce qu'il faut que les produits répondent bien aux besoins des clients. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est dans la pensée de façon dominante, mais en même temps pas trop loin de la réalisation. Et donc, c'est quelqu'un qui emmène toute son entreprise vers l'innovation de nouveaux produits adaptés au terrain et qui a une force d'animation, une force d'entraînement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui entraîne de ce fait. Et effectivement, cette entreprise marche très, très bien. Voilà. Jean-Yves. Jean-Yves, il a dirigé une structure de service, comment on appelle ça, service à la personne. Voilà. Service à domicile, on pourrait dire. Voilà.
Donc, on est dans une structure qui est vraiment une structure qui vient en soutien, souvent en soutien des familles. Et c'est intéressant de voir comment Jean-Yves dirigeait cette structure de façon extrêmement opérationnelle, en veillant toujours à ce que chacun soit à sa place et à ce que les relations au sein de la structure soient des relations à la fois soudées, unies, et en même temps très opérationnelles. Et c'est quelqu'un qui avait toujours le souci de réparer ce qui était décalé, ce qui ne fonctionnait pas bien en permanence. Et ce n'est pas quelqu'un qui faisait des grandes stratégies, des grands plans sur le long terme, mais au quotidien, il rétablissait ce qui était désordonné. Et dans ce type de structure, ça a très bien fonctionné. Voilà. Donc, c'était aussi un exemple de direction tout à fait différente. Je crois qu'il y a 2-3 exemples ou 3-4 exemples de structures où la direction n'a pas eu les effets ou l'efficacité qu'elle attendait. On est ici dans une cimenterie et vous avez l'ensemble de l'équipe d'un laboratoire de contrôle qualité. Donc, dans un laboratoire de contrôle qualité du ciment, il y a un certain nombre de techniques et de process que les collaborateurs doivent respecter pour analyser la qualité du ciment et dire si on le laisse partir chez les clients ou si, au contraire, il faut le… Et à l'époque, on m'avait appelé pour accompagner ce dirigeant. Il s'appelle Pascal, il est en bleu, en me disant, effectivement, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à manager et donc il faudrait le coacher. Donc, je le rencontre et puis je lui dis… ce n'était pas un grand communicant, hein, très honnêtement, mais je me dis, écoutez, j'aimerais bien rencontrer votre équipe. Donc, j'ai rencontré cette équipe et je lui ai demandé si je pouvais faire passer notre outil sur les talents à chaque membre de l'équipe. Vous avez donc sur l'écran l'ensemble des techniciens. Grosso modo, chaque technicien, tous les jours, a le désir d'inventer quelque chose de nouveau. Soit de façon intellectuelle, de concevoir, soit de façon très pratique s'il est entrepreneur. Apporter de la nouveauté. Mais sauf que là, on est sur des talents, ce n'est pas une question de compétence. C'est-à-dire que l'élan naturel va toujours dans cette direction. Cette équipe, elle était ingérable. Le problème, ce n'est pas le dirigeant. Enfin, ce n'est pas le manque de capacité du manager. Un dirigeant ne peut pas diriger une équipe si les membres de l'équipe sont trop décalés par rapport à leur job. Ce n'est pas possible. Donc, on est intervenu, et je l'ai aidé à intervenir auprès de son équipe, et dans la durée, tranquillement, les membres de l'équipe ont fini par trouver d'autres jobs au sein du groupe. On avait la chance d'être dans un groupe, mais lui était à sa place. Lui, il était vraiment le garant, si vous voulez, de la technique, le garant du process, et il a constitué une nouvelle équipe avec laquelle ça s'est évidemment beaucoup mieux passé. Mais c'est intéressant de voir que tous ces techniciens sont passés par tous les process de recrutement de ce grand groupe. Ils avaient tous les diplômes requis, les compétences requises, les expériences significatives dans le métier du contrôle. Voilà. Deuxième expérience difficile, Joël. Joël, il est patron d'une direction régionale d'une entreprise d'action sociale. Voilà, on va dire ça comme ça. Cette entreprise d'action sociale, en fait, son objet, c'est d'avoir des centres avec des jeunes qu'il faut remettre dans la vie, dans le droit chemin. Voilà, hein, des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des familles très, très soutenantes. Voilà. Donc, vous voyez ici un certain nombre de… Donc, vous avez le patron Joël, et puis vous voyez tous ses collaborateurs. Vous voyez qu'il y a des directeurs de centre qui sont plutôt à leur place. Ils dirigent des établissements qui doivent créer les conditions d'une éducation.
D'accord? C'est normal, ils sont le garant de ce cadre-là, ils sont tout à fait à leur place. Le souci, c'est que Joël est un entrepreneur. C'est un développeur. Et ici, c'est un entrepreneur assez fort. Il s'est trouvé complètement coupé de ses directeurs de centre, dans une incompréhension commune suffisamment importante pour que ça crée une tension énorme. Et il a fallu que Joël quitte sa responsabilité. C'est pas qu'il n'avait pas une âme de manager. C'est pas que c'était pas un bon manager. C'est que ça aurait dû être un manager d'une équipe et d'une entreprise de développement commercial, ou en tout cas de développement d'un business. Il aurait été excellent là-dedans. Aller chercher des nouveaux business, aller développer de nouveaux business. Mais là, ce qu'on demandait à un directeur, c'est au contraire d'assurer les conditions d'un cadre qui va permettre l'éducation de ces jeunes. Voilà, donc c'est une situation de crise compliquée. Alors là, excusez-moi, ça va venir. Vous avez un constructeur automobile. Je ne sais pas si non, c'est bien. Non. Vous avez un constructeur automobile avec le comité de direction. Et vous avez donc Jean Bernard, qui est le directeur général de c'est une filiale d'un groupe. Il y a à peu près 1000 collaborateurs. Et la première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, mais il est exceptionnel cet homme. Il fait des analyses incroyables. Il m'a fait une analyse de la situation de son entreprise, une entreprise dans laquelle il y avait un essoufflement des collaborateurs, il y avait eu différentes crises passées, une lassitude, enfin des équipes un peu épuisées. Il a fait une analyse exceptionnelle. Et je me suis dit, bah, c'est bon. Et en fait, il était dans une entreprise avec des changements de gamme tous les 6 mois, qui nécessitent d'être dans une logique de développement et d'adaptation permanente au marché, avec une réactivité importante. Quelle est sa façon de diriger? Sa façon de diriger, c'est quelqu'un qui dirige par les analyses, par les notes de service, par les process qu'il met en place. Tout ça, c'est très bien fait. C'est remarquable. Moi, j'ai admiré, sauf que cette façon de diriger est décalée par rapport à l'enjeu de la structure. Cette entreprise n'a pas bougé. Il était dans l'incapacité de faire bouger son équipe pour réagir face au contexte dans lequel était l'entreprise. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas une question de compétence. C'est vraiment une question de talent. Je crois que c'est le dernier exemple, il me semble. Toujours un constructeur automobile, c'est une entreprise beaucoup plus grosse, c'est un groupe national. Cette personne était patron d'un bureau d'études moteur. En fait, j'ai mis moteur, je crois que c'était boîte de vitesse, en tout cas une partie du moteur, on va dire. Mais ce n'est pas la motorisation en tant que telle. Et il dirigeait une centaine de collaborateurs dans son bureau d'études. Il est venu me voir en me disant, ma direction me propose d'être collaborateur haut potentiel. Et donc, il me dresse le tapis rouge avec tout un système de formation, de gestion de carrière, d'augmentation de salaire, etc. Et il vient me voir en me disant, mais je ne sais pas ce que je dois faire. C'est quand même pas courant. On déroule le tapis rouge, on lui dit, on est très content de ce que tu fais, et vraiment, on t'a mis parmi les cadres à haut potentiel dans notre groupe, on prépare ton avenir, et lui hésite. Et quand il est venu me voir, il m'a dit, mais j'ai l'impression d'avoir une double personnalité. Vous voyez qu'ici, dans notre jargon, c'est un aventurier. En fait, c'est un artiste. Donc, chez lui, il composait, il jouait de la guitare, il faisait des trucs incroyables. Il avait une rigueur impressionnante. Pourquoi? Parce que dans un bureau d'études automobile, il y a des contraintes techniques énormes, il y a des contraintes de coûts énormes, et il y a des contraintes de délai énormes. Il a assumé, c'est un ingénieur. Il a assumé, c'était aussi son éducation. Sa psychologie
son histoire, son héritage lui a apporté cette rigueur qui était une prison et qui lui faisait dire « j'ai l'impression d'avoir une double personnalité ». Ça, c'est une vraie souffrance intérieure. Et cet homme, il a refusé le tapis rouge et il a cherché, en revanche, au sein du groupe, d'être dans des bureaux d'études complètement novateurs, des petites équipes sur des projets extrêmement audacieux, alors que là, il était vraiment dans l'opérationnalité voilà, plus court terme, quoi. C'est intéressant de voir ça. Et ce n'est pas une question de compétence, c'est vraiment une question de talent. Voilà. On va s'arrêter là, on a peut-être déjà été trop long. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il faut absolument réagir, c'est important. Des questions pour éclairer certains points, des apports que vous voulez faire aussi à partir de votre expérience. Les questions sont les bienvenues. Voilà. Aussi bien les personnes qui sont avec nous à Lyon que celles qui sont en visio sur Facebook. Donc, nous attendons vos questions. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? La première est toujours la plus compliquée, donc c'est normal. C'est normal. Il y a, oui. il y a Jean-Philippe Terrasse là, qui essaie d'intervenir, mais apparemment on n'entend pas. Un élan naturel. Est-ce qu'en fonction finalement des différentes expériences qu'on vit dans sa vie, on ne peut pas avoir un rebond qui à un moment nous donne un autre élan quand même? C'est-à-dire avoir un changement de direction finalement suite à une expérience ou... En fait, on... Tu peux reformuler la question. Ouais. Ah, pardon. Alors, je vais reformuler la question. Nous avons dit tout à l'heure que nous avions un élan naturel depuis notre enfance. Et votre prénom? Claire demande si on ne peut pas avoir quand même, en fonction de notre expérience, des rebonds et des changements d'élan. En fait, bien sûr que la vie nous amène à découvrir des choses, nous-mêmes aussi à nous découvrir, et nous sommes amenés bien sûr à prendre des virages et à découvrir des choses qui nous animent alors qu'on n'aurait pas imaginé qu'auparavant elles nous animaient. Ça, c'est certain. En revanche, dans ces nouvelles orientations, quand on regarde bien, alors nous on a cette expérience-là en accompagnant beaucoup de personnes, la personne va vivre, il y a quelque chose dans cette nouvelle expérience qui va rejoindre son élan initial. Mais parfois avec un attrait tout à fait différent, avec un contexte tout à fait différent, avec un métier tout à fait différent. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, j'ai travaillé dans la... Oui, si je crois que je l'ai dit, dans la grande distribution, j'étais chef de caisse. J'ai adoré ce métier-là. J'ai adoré être sur le terrain et autant que je pouvais le faire, j'étais tout jeune, mais à guider les caissières, à essayer de leur apprendre leur métier, à faire en sorte qu'elles soient bien à leur caisse, qu'elles soient dans des conditions de travail les meilleures possibles, etc. J'ai adoré ce métier. Régler les problèmes clients. Aujourd'hui, j'adore mon métier. Il n'a rien à voir. Il n'empêche que quand j'étais chef de caisse, comme aujourd'hui, j'étais animé par le fait de faire progresser les collaborateurs et de les emmener dans un projet, de les emmener dans une aventure. Il y avait un peu moins d'aventure à l'encaissement chez Auchan qu'il n'y en a aujourd'hui, c'est clair, dans mon métier, mais il n'empêche que je vois bien qu'il y a quelque chose dans mon élan qui était commun. Après, il y a des tas d'autres choses qui sont différentes. Si vous voulez, il y a une espèce de colonne vertébrale, je ne sais pas comment dire, sauf que c'est un élan qu'on va retrouver. Et nous, pour travailler, si vous voulez, dans les personnes que nous accompagnons, sur tout l'héritage depuis la naissance de la personne jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment incroyable de voir de déceler le fil rouge dans le parcours. Mais qui ne se voit pas. Quelquefois, on a l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent aussi en disant « je me disperse » dans plusieurs activités. Et en fait, quand on discute avec elles, on s'aperçoit que c'est toujours la même chose qu'elles cherchent. Et que des activités qui peuvent paraître très différentes, comme le dit Xavier, peuvent finalement faire appel exactement au même talent.
Mais comme le contexte est à l'opposé, on ne s'en rend pas compte et on a l'impression que ça fait appel à des talents différents. Mais en fait, non. Et il y a finalement très peu de gens qui se dispersent, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est toujours la même chose qu'on va chercher. Enfin, c'est ce qu'on remarque en tout cas. Alors, je vais monter le son pour entendre la question. Est audio. Oui. Tu y arrives? Oui. Jean-Philippe, vous m'entendez? Il y a un Larsen. Je vous entends et j'entends l'écho. Voilà. C'est peut-être mieux. On écoute votre question. Parfait, c'est pas forcément une question, mais plutôt une série de commentaires. D'abord, un grand merci pour la qualité de la présentation, que ce soit la présentation PowerPoint pour la personne ou les personnes qui l'ont faite, qui est vraiment très claire et très, très intéressante. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Merci. Et puis pour l'intervention d'Anne-Françoise et de Xavier qui était très intéressant. Alors, je vais reprendre un peu rapidement les notes que j'ai prises et puis vous dire un peu, partager un peu mon expérience là-dessus. Je trouve votre roue vraiment, vraiment très intéressante et assez réaliste. Vous avez commencé effectivement par expliquer ce qu'était un manager. Bon, évidemment, on peut qu'être d'accord avec tout ce que vous avez mentionné. Moi, j'aurais juste rajouté encourager à la fin, mais c'est probablement lié aussi avec soutenir. Mais je trouve que les 5 adjectifs, en tout cas expressions que vous avez nommées, étaient excellentes. La progression de nos salariés, moi, j'ai rencontré des problèmes, notamment dans mon comité de direction, où certains de mes directeurs avaient du mal à vouloir développer certains de leurs salariés, ni plus ni moins parce qu'ils avaient une peur d'être dépassés par ces mêmes salariés et une peur de perte de pouvoir et aussi une perte de confort. Parce que si vous avez un salarié excellent qui est dans votre équipe et que vous n'arrivez pas que si vous le faites partir, vous allez perdre un peu votre confort et votre domaine de réellement de confort, ça complexifie un peu les choses. Donc, j'ai rencontré aussi un certain nombre, mais je ne sais pas où est-ce que vous pourriez les mettre, de managers qui se refusent à développer leurs équipes parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes être mis en danger. Ça, c'était le premier point. Ensuite, sur les exemples que vous avez donnés étaient vraiment excellents et merci. Sur la roue des besoins, le besoin pour moi il dépend aussi de l'environnement présent. Ça veut dire que je pense que quand on est manager ou dirigeant d'entreprise, il y a des moments où l'entreprise est plus en difficulté que d'autres, et Anne-Françoise comprendra parfaitement ce que je veux dire, où on est plus en difficulté que d'autres et effectivement on est amené à mener des organisations de restructuring ou voire plus, sans nommer d'entreprise. Et du coup, le manager, il se mue plus dans un profil qu'un autre. Alors, il ne va peut-être pas forcément réussir, et c'est là où votre roue a tout son sens. Et par contre, à des moments où l'entreprise va mieux et qu'il faut la porter pour se développer, il va se muer peut-être en un autre critère. Et voilà, ça serait un point à discuter avec vous. Et puis, le dernier point qui serait ma conclusion, et désolé si j'étais un peu long, c'est que je trouve que finalement, la conclusion de votre présentation, c'est que il faut déjà apprendre à mieux se connaître pour mieux manager et comprendre les personnes qu'on manage. Voilà, c'est ce que je pensais. Désolé si j'étais un peu long. Merci Jean-Philippe. Je reviens sur la première question que j'ai oubliée. Je me suis dit, je vais la retenir. Non, c'est que quand il y a des personnes, c'est difficile de se séparer de… Alors, oui, voilà, c'est ça. En fait, derrière cette question, il y a la compréhension de mon rôle de boss. Nous sommes assez étonnés de voir, quel que soit le niveau de responsabilité, à quel point le rôle du manager aujourd'hui est extrêmement bousculé, flou et parfois tout à fait à côté de l'essentiel. Il faut un certain courage dans une entreprise pour dire que le boss, ce n'est pas celui qui agit, c'est celui qui fait travailler les autres. C'est celui qui crée les conditions. Il n'y a que lui qui peut créer les conditions pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Personne d'autre peut le faire dans l'équipe. S'il devient un opérationnel, s'il devient un expert, à la limite, qu'il soit expert, on va recruter un manager pour créer les conditions pour travailler ensemble. C'est
La seule justification d'un manager, c'est l'équipe. Sa seule justification, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Des rôles d'experts, il y en a partout dans l'entreprise. Ce n'est pas un rôle de manager. Et donc, en fait, normalement, ce qu'il faudrait, alors c'est vrai que quelquefois ça demande un effort personnel, ce qu'il faudrait, c'est que comment on appelle ça? La préoccupation. Oui, la préoccupation et la fierté d'un manager, ce ne soit pas d'être le meilleur, ce ne soit pas d'être l'expert, ça soit celui qui a permis que son équipe progresse. C'est là-dessus qu'on devrait d'abord récompenser, et reconnaître et encourager le manager. Alors, progresse par rapport aux orientations, aux objectifs de la structure, on est bien d'accord, mais progresse, c'est-à-dire soit plus efficient, soit plus compétent. Et si ce manager a vraiment cette appréhension de son rôle de cette façon, il ne sera pas inquiété par un collaborateur qui va dépasser son niveau d'expertise. Mais il va trouver sa fierté et sa reconnaissance dans tous ceux qui vont progresser autour de lui. Mais vous voyez, c'est quand même pas forcément la façon dont on nous présente ce job de manager. Et puis, comme on a une pression énorme et qu'on est sur du court terme en permanence, eh bien, on pousse le manager à être dans l'opérationnel. Il y a combien d'équipes qui souffrent du manque de disponibilité du manager? Il y a combien d'équipes qui voient leur manager une fois par an? On en trouve souvent, hein, très souvent. Management à distance, c'est... Le manager ne connaît pas le collaborateur, c'est pas vrai. Pas vrai. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une dimension importante. Il faudrait travailler davantage dans les entreprises. Quelle est la raison d'être du boss? Quelle est la raison d'être du patron d'équipe? Voilà. Il faut être clair là-dessus. Et du coup, il faut aligner les pratiques par rapport à ça. J'ajouterais qu'en France, le problème qui est vraiment franco-français, c'est que pour faire avancer quelqu'un, et quand on parle évolution de carrière, c'est forcément devenir un manager ou devenir un chef, etc. Or, quand vous avez quelqu'un qui est expert, qui est heureux d'être expert à son poste, on le voit notamment dans les industries, hein, qui est responsable d'une chaîne, par exemple, et qui est très bon expert, bah pour le récompenser, on va le mettre chef d'équipe, mais il n'a pas forcément les talents ni le goût pour être chef d'équipe, puisqu'il aime être expert. Et il aura un mal fou à laisser son expertise, parce que c'est pas, c'est son appétence, c'est d'être expert, c'est pas de conduire une équipe. Et donc ça, il y a un gros problème en France par rapport à ça, c'est que l'évolution de carrière est toujours de nommer quelqu'un chef d'une équipe, etc., au lieu de lui donner des conditions pour se déployer un peu plus dans ce qu'il est vraiment. Et c'est pour ça que du coup, il peut y avoir des luttes de pouvoir. C'est que du coup, on peut craindre qu'un autre va monter à côté d'un autre, alors qu'en fait, ça ne devrait pas être ça, quoi. Voilà, donc je trouve que ça explique aussi cette peur d'être doublé par quelqu'un, etc. Et du coup, on n'est plus du tout dans ces talents-là. Et le rôle du manager, il est effectivement dépassé à ce moment-là, quoi. Voilà, et puis l'autre, ce que tu disais, Jean-Philippe, aussi, c'est qu'en fait, on changeait de casquette de manager, enfin de type de management selon aussi les contextes. C'est tout à fait juste, mais ça ne veut pas dire qu'on est heureux. Et en fait, un manager qui entraîne son équipe ou d'une manière ou d'une autre, il faut quand même que les conditions correspondent à qui il est. Et on a l'exemple, alors on a l'exemple d'une RH qui a un profil de bâtisseur et qui, elle, aime être dans des entreprises qui ne vont pas bien, où il y a des choses à construire, à bâtir, et elle aime la difficulté. Et c'est ça qui la motive. Et elle nous expliquait, moi, quand ça roule, ça ne m'intéresse plus, je n'arrive plus à me motiver, je n'arrive plus à m'engager, et je pars. Donc, voilà, ça pose aussi la question de l'appétence et de ce que j'aime faire dans certains contextes, quoi. Enfin, et donc, il y a une question aussi de temps, c'est-à-dire que je peux me contraindre. C'est comme sur un plan physique, c'est-à-dire que nous, on est capable de prendre des positions qui ne vont pas être très naturelles. On est capable de le faire à un moment. Mais si ça dure trop longtemps, ça nous casse. Un sprinter, ce n'est pas un marathonien. Ce n'est pas une question de compétence. Non, c'est une question de personnalité. Alors, et si vous faites durablement, si vous faites faire du marathon durablement à un sprinter,
vous le cassez littéralement. Et l'inverse est vrai. Maintenant, si une fois de temps en temps, ce sprinter fait du marathon, c'est pas gênant, une fois de temps en temps, ou pendant un petit moment. Et il y a vraiment une question de nature, de personnalité propre. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, on a une question en ligne de Thierry. Je suis dans une très grosse structure à forte culture. Le management des personnes me semble beaucoup plus celle de l'adaptation des personnes à la structure que celle de la recherche du développement des personnes par les talents. N'y a-t-il pas un gisement, un océan, une révolution à faire dans ces grandes structures? Et la question de Thierry, c'est comment approcher ce défi à la fois culturel et organisationnel? Je dirais que quand on intervient en entreprise, on parle beaucoup de la politique des petits pas. Et qu'en fait, je pense que quand on a dans des grosses entreprises qui sont des mastodontes, on peut le dire, où la culture est difficile à changer, on a vu que dans une équipe, on peut déjà changer quelque chose. Et qu'en fait, la culture du petit pas et de l'exemplarité peut fonctionner par capillarité. C'est plus long, etc. Mais nous, on croit beaucoup à la culture du petit pas. Et c'est vrai que déjà, la question, c'est qu'est-ce que je fais au sein de mon équipe pour que ça puisse avancer et que je puisse faire grandir les autres. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de faire ça dans des grands groupes où on est complètement un peu phagocyté de toutes parts, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu veux... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est la question du réalisme. C'est la prise en compte du réel. Donc, est-ce qu'on est prêt à prendre en compte le réel d'une personne qui ne se réalise pas dans son job et donc qui ne donne pas sa pleine mesure? Moi, je suis prêt à me défoncer dans un job qui vient chercher mes talents, c'est-à-dire d'un job dans lequel je peux m'exprimer. Ah ben, je vais donner beaucoup plus que ce qu'on me demande. Ça, c'est clair. Mais un job, comme on a vu dans cette équipe de techniciens d'un cimentier, si tous les jours, j'exerce une activité dans laquelle je ne peux pas m'exprimer, j'ai les compétences pour la réaliser, je la fais, mais je ne peux pas m'exprimer. Cette frustration, elle m'empêche de donner la pleine mesure. Et c'est tout simplement une perte d'efficacité, une perte d'initiative, une perte de créativité. Enfin, on peut imaginer ça, on pourrait l'évaluer tout ça. Donc, il y a une question de réalisme. On n'est pas dans un humanisme pour dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on est dans un monde parfait. Non, non, on est dans un réalisme en disant plus on va permettre à chacun d'exercer un job qui rejoint son élan naturel, qui rejoint son aspiration naturelle, là où il prend du plaisir, il faut pouvoir dire les choses, plus la personne va se donner, plus elle va s'engager, plus l'entreprise va s'y retrouver. Et quand nous intervenons chez nos clients, autant que nous pouvons le faire, nous tâchons d'avoir ce regard sur les talents. Et il y a un certain nombre de personnes qui changent de job. Oui, bien sûr, dans l'entreprise. Ouais. Mais à chaque fois, ça libère l'entreprise d'un frein. Et puis, ça libère la personne, bien sûr, également. Donc, il y a toutes ces questions du réalisme. N'hésitez pas, hein, d'autres questions. Trop merci. Et du coup, est-ce que tous les talents peuvent être appris à manager et ensuite la faisabilité dépend de la personnalité ou pas? Parce que là, on a vu des managers qui étaient un peu positionnés partout sur la roue, mais en même temps, tu disais que, par exemple, un technicien comprend nos managers, c'est pas forcément son truc et ça ne sera pas forcément là où il sera bon. Du coup, la spécificité de manager, à quel moment elle vient se positionner et à quel moment elle est bonne et efficace, concrète. Alors, on va répéter la question. Solène. Solène posait la question de... Enfin, elle disait que finalement, elle avait vu qu'on pouvait tous être manager un peu à tout. On a vu plein de profils de managers. Et est-ce que, enfin, si je traduis ça, est-ce que dans la réalité, c'est vraiment vrai que tout le monde peut être manager, quoi? Est-ce qu'on a tous En fait, il y a aussi une question d'envie qui est un des premiers critères, c'est que si on n'a pas envie de manager, il ne faut pas y aller, quoi. Enfin, et tout le monde n'a pas envie de le faire.
quelqu'un qui se lève le matin en disant j'ai une équipe à faire grandir, je n'ai pas envie parce que ça ne correspond pas à ce que j'aime faire, quelquefois c'est aussi simple que ça aussi. Quand on fait grandir une équipe, il faut qu'on ait envie de faire grandir une équipe. Ça fait partie aussi du talent à mettre en œuvre. Donc, dans certains contextes, on a vu de nombreux types de managers. Après, ça dépend des contextes. Il faut avoir envie de faire grandir, il faut avoir envie de transmettre, il faut avoir envie. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de diriger des équipes. Il y a quand même, s'il n'y a pas l'envie, vous aurez beau faire toutes les formations possibles, parce qu'aujourd'hui, on voit des formations de management dans tous les sens. S'il n'y a pas l'envie et s'il n'y a pas le désir de faire grandir, ça ne sert à rien de faire des formations de management, quoi. Enfin, de façon un petit peu simpliste, mais ça éclaire quand même pas mal. Vous avez des personnes dont le goût est vraiment de déployer et de maîtriser une technique. Une science, une technique, quelle que soit la technique. C'est-à-dire qu'ils sont dans cet fonctionnement très rationnel. Ce sont des experts, ils aiment manier la matière. D'accord ? Et permettre d'avancer dans l'expertise et dans la progression de la technique. C'est clair que vous le mettez dans un poste de manager, c'est catastrophique à terme. Et puis, vous avez des personnes dont la préoccupation première, ce qu'ils aiment, comme disait Anne-François, c'est de faire progresser. Mais ça veut dire aussi aimer se coltiner les problèmes humains. Si on n'aime pas se coltiner les problèmes humains, il faut faire autre chose. Il ne faut pas être manager. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de problèmes tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut être prêt. C'est-à-dire que derrière un problème humain, il y a une problématique qui nous intéresse. Il y a quelque chose qu'on a envie d'éclairer. Il y a quelque chose où on a envie d'aider la personne à dépasser, ou l'équipe à dépasser ce problème, et ça nous anime. Ça, pour nous, c'est la première condition pour diriger. Après, ça s'apprend. Et quels que soient les talents que nous avons, comme vous l'avez vu autour de la roue, alors, on est d'accord, il faut que notre talent soit en accord avec le type de management nécessaire dans cette entreprise, compte tenu de l'objet de cette entreprise, de sa finalité, etc. Mais il n'y a pas de talent qui soit en contradiction avec le management. Mais il faut aimer se coltiner les questions humaines, les problèmes humains, et avoir envie de se réjouir en fait de faire progresser. Je me rappellerai, mais je crois que toute ma vie, d'une collaboratrice qui était en panne, qui était odieuse, très compétente, qui pourrissait toute l'ambiance de l'équipe. C'est une équipe que je venais de reprendre. Et j'ai vu cette fille se transformer en 3 mois. Bon, ça n'arrive pas tous les jours. Ben bon, j'étais spectateur. J'ai vu cette fille se transformer, se déployer. Ben, je peux vous garantir que ça a été ma plus belle joie dans l'entreprise. Je l'ai encore en tête. Voilà. Elle a quitté l'entreprise d'ailleurs, elle s'est déployée ailleurs. C'était extraordinaire. Voilà. Donc, c'est ce type de joie qu'il faut rechercher et pour se coltiner de diriger, parce que on a tous les emmerdes. Non, mais c'est vrai, mais voilà. Mais si ce type de problème, on aime les dépasser, et on se réjouit de voir que la personne a pu les dépasser et qu'elle s'est déployée, eh ben, allons-y. Mais j'ai très proche de chez moi une personne que je connais très bien depuis son enfance, qui est un amoureux de la technique et de la mécanique. C'est un expert dans son domaine, je ne citerai pas pour ne pas la mettre mal à l'aise, mais dans son domaine reconnu nationalement et peut-être même internationalement. Il est en fin de carrière, on lui a donné un poste de management, c'est catastrophique. Voilà. C'est catastrophique dans son entreprise, mais c'est catastrophique sur le plan personnel, évidemment, puisque, comme tout le monde le sait, il n'y a pas de cloison. Voilà. Donc, c'est un expert reconnu mondialement. OK. Mais
Mais simplement, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ça ne l'intéresse pas et il n'a pas les dispositions pour analyser ces problèmes humains et les traiter. C'est bon. Enfin, là, Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres… Du coup, vous dites que, je comprends, il y a des gens qui sont attirés par l'expertise, par la maîtrise de leur métier, qui ont du mal à passer à un rôle de management. Dans notre entreprise, on a tendance à mêler les deux. C'est-à-dire que nos managers sont aussi opérationnels. Oui. Est-ce que c'est une pratique qui est courante? Oui. Plutôt qui permet de mêler justement un mélange, ou est-ce que c'est plutôt dérecommandé selon l'environnement? Franchement, c'est plutôt dérecommandé. Parce qu'en fait, plus il s'occupe du terrain, plus la personne agit sur le terrain et moins elle va s'occuper des hommes. Et en fait, nous, souvent, on dit le chef, il ne doit rien faire. C'est-à-dire que son premier rôle, c'est de s'occuper de ses hommes. Et le chef, il doit être dans le pourquoi. Et tout le comment, ça doit être son équipe qui s'en saisit. Ce n'est pas à lui de faire, quoi. Et en fait, on voit beaucoup de dérives en entreprise où justement, il y a des personnes qui se disent abandonnées par le chef parce qu'ils sont tellement dans l'opérationnel qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de leur équipe. Et on a tendance à être… En fait, c'est un peu… C'est-à-dire que quand on commence à avoir un petit peu d'opérationnel quand on est chef, ça nous mange petit à petit parce qu'on a envie d'en faire toujours plus de l'opérationnel. Donc, c'est assez dangereux, on va dire, pour… Se coltiner les problèmes humains, c'est toujours complexe et ça demande un vrai courage. Si d'un côté, à côté de mon rôle de boss, de chef, j'ai une opérationnalité qui souvent va être technique, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'aller sur la technique. Je vais y aller. Ça, je vais le faire. Et je vais aller sur la question humaine, sur le petit bout qui me reste. Et comme on voit que de toute la manière, on est de plus en plus pressé par le temps, on n'a jamais le temps de tout faire. Donc, on va se justifier le fait que on va pas trop, on n'a pas la disponibilité qu'on aimerait pour l'équipe parce que de toute la manière, là, il faut qu'on agisse sur l'opérationnel. Donc, si vous voulez, c'est mettre la personne dans une situation de choix cornélien. Vraiment, c'est vraiment très difficile. C'est très courant, mais on sait ce que ça donne comme résultat. On le voit de toute façon sur nos managers. On en a qui sont très orientés sur leurs clients, leurs projets, leurs équipes opérationnelles. En plus, ils managent en transverse, donc ils ne sont pas au quotidien avec les équipes qui managent, qui sont chez d'autres clients sur d'autres projets. Oui. Et on voit ceux justement qui vont se libérer plus de temps pour les équipes, mais qui sont moins au rendez-vous sur leurs clients. Mais c'est des problématiques. Ça va après avec la maturité, entre guillemets, pour qu'ils arrivent à mettre le curseur et à réorienter les priorités en fonction du moment. C'est pas ça. Non, c'est sûr que c'est pas ça. Ouais. Oui, alors ça c'est… Parce que plus les équipes sont petites et plus les chefs sont dans l'opérationnel parce que la main à la pâte. Mais dans les petites équipes, ils fonctionnent ensemble beaucoup plus. C'est-à-dire que, mais dans l'équipe dont je vous parlais, là, on parlait de l'équipe de Sébastien tout à l'heure, ils ne sont que 10 et lui, il n'est pas dans l'opérationnel. Hein. Il n'agit pas et il ne fait pas le boulot de ses dessinateurs. Il est dans le commercial. Il est dans le commercial et dans le développement et il laisse faire. Mais c'est vrai que, par exemple, je pense à un atelier, par exemple, où il y a 3-4 artisans, c'est encore différent. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le même type de chef dans un atelier de ferronnerie ou de choses comme ça, où on va transmettre en plus un savoir-faire. On parlait de contexte tout à l'heure, il y a aussi ce genre de contexte-là, où là, on est dans la transmission un peu de maître à disciple, quoi. Donc là, c'est un petit peu différent comme contexte. Oui, parce qu'on travaille ensemble. Parce que là, voilà, on travaille ensemble et du coup, on voit faire. Et du coup, il peut encourager, il peut… Mais là où c'est dangereux, c'est quand on est vraiment de plus en plus déconnecté du terrain et qu'on ne voit plus les personnes avec lesquelles on travaille, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. On a de la chance d'avoir une super chargée de com qui nous aide. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Non?
aussi ce que tu disais sur le fait que l'évolution se voit justement dans le fait d'atteindre un poste de management de fait. Donc, du coup, il y a beaucoup de travail pour changer ça. Ah, bah, c'est... Quelle serait la voie autre que ça? Parce que tout tourne autour de ça. Hein. Tout tourne autour de l'évolution. On devient chef, oui, c'est ça, on monte. Et on voit ça, par exemple, quand on a le profil sur la route d'animateur. Ceux qu'on appelle animateurs, ils ont besoin d'être près de leurs hommes. Mais comme ce sont des bons chefs, on va leur proposer des postes de direction de plus en plus importants. Et au fur et à mesure, ils vont se déconnecter des terrains et de leurs hommes. Ils vont être dans des directions et dans des hautes directions, déconnectés de l'équipe avec laquelle ils travaillent. Ils meurent à petit feu, quoi. Ils meurent à petit feu. Et alors, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas quelle solution. Il faudrait imaginer une évolution où on puisse déployer les terrains. En fait, l'évolution, elle ne devrait pas être, j'allais dire, verticale, elle devrait être à découvrir qui on est, à déployer un peu plus de talent, à accepter de découvrir un univers différent ou à changer de service. Mais les mentalités ne sont pas encore prêtes à ça, quoi. C'est un peu un cercle vicieux parce que pour détecter des managers, il faut connaître ses équipes. Un boss devrait pouvoir dire, celui-là, c'est toujours lui qui est en train de soucier de la façon dont ça fonctionne. C'est lui qui vient rendre service. C'est lui qui apporte des idées pour voir comment on pourrait fonctionner différemment dans l'équipe. C'est lui qui se soucie ses préoccupations sont des préoccupations sur la coopération, sur comment on travaille ensemble, etc. Mais simplement pour ça, il faut connaître. Mais pour connaître, il faut avoir du temps. Donc, il y a des entreprises dans lesquelles on peut pas. Les conditions ne sont pas requises pour que le manager connaisse ses collaborateurs sur le fond. Et en fait, le pourquoi aussi de notre intervention ce soir, c'est de dire aussi, il n'y a pas une façon de fonctionner comme on nous le présente dans les médias. Le Robocup formidable, qui a toutes les qualités, qui a un leadership incroyable, qui entraîne les foules. Non, ça c'est dans les histoires, dans les BD, dans tout ce que vous voulez, c'est pas dans la vraie vie. Oui, il y a des gens qui ont un charisme extraordinaire. Très bien, ok, très bien. C'est pas ça qu'on demande d'abord. Et donc, il faut revenir sur ce qu'est vraiment le rôle de chef. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des tas de gens, des tas de personnes, des tas de collaborateurs qui se disent non, moi je ne corresponds pas à l'image. On me renvoie du chef. Moi, ça m'intéresse, ça m'attire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Il y a énormément qui me disent dans les entretiens. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir de leadership. Moi, je n'ai pas l'impression de... Et donc, il y a aussi des personnes qu'il faut aller chercher. Parce que le fait de diriger des équipes les attire, mais ne se sentent pas à la hauteur. Elles, il faut aller les chercher. Voilà. Pas parce qu'ils brillent dans leur domaine, mais parce qu'on sent qu'il y a des dimensions, des préoccupations humaines qui peuvent en faire un bon chef. Ils ont le sens de l'équipe. Ils ont le sens de la communauté. Ça demande une écoute, une observation, ça demande de connaître les équipes. Il faudrait que ça soit transmis. Qui, si on regarde autour de nous, qui a eu quelqu'un dans l'entreprise qui l'a formé à son rôle de dirigeant? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, généralement, on nous balance dans le truc, on ne fait pas tout comme ci, comme ça. Bon, c'est quelquefois un peu compliqué aussi. Voilà. Donc, il faudra aussi revenir sur une transmission. D'abord, un choix. Sur quels critères on choisit un dirigeant d'équipe, et puis comment on va lui transmettre, comment on va l'accompagner, comment on va le former. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Voilà, bah, écoutez, on va faire, parce qu'en fait, on ne vous voit pas sur le... Ah, ça y est, enfin, on vous voit. Voilà, donc on va s'arrêter là. On espère que qu'on ait pu réfléchir avec vous sur ce rôle de manager. C'est quelque chose qui vous intéresse. On comptait continuer à faire des petits topos et des petits échanges comme ça régulièrement sur des thématiques d'entreprise. Donc, si vous avez des sujets, on est preneurs
si ce n'est pas dans notre domaine, on les mettra de côté. Mais si c'est des sujets qu'on peut traiter, qui font référence à notre expérience, on le fera avec plaisir en tout cas. Voilà, et puis continuez à déployer vos talents surtout. Et puis à très bientôt. Voilà, merci de votre écoute et de votre participation et on espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et puis nous, on va boire un coup et le savent. Ouais, sans doute, non ? Sans doute.